Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi MTV+ pour vous informer. Voici les principaux titres à la une de ce journal. Le couple épiscopal Bishop Ouattara Mohamed Idriss et la révérende pasteur Tania Ouattara, fondateur de l'église Ambassade des Miracles, ont initié une tournée des représentations locales. Ce jeudi 30 mai 2024, ils ont été reçus à l'église locale de Yopougon, quartier Jérusalem. Sur le plan africain, les acteurs du secteur ferroviaire ont décidé de tirer profit de la digitalisation. Des réflexions sont initiées dans ce sens pour prendre des décisions courageuses. Et puis sur le vieux continent, la question migratoire est au cœur de la campagne en vue des européennes, principalement en Italie. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce journal. Commençons tout de suite par l'actualité religieuse à l'église Ambassade des Miracles. Les fondateurs Bishop Ouattara Mohamed Idriss et la révérende pasteur Tania Ouattara ont initié une tournée de représentations locales. Ce jeudi 30 mai 2024, ils ont été reçus à l'église locale de Yopougon, sous-quartier Jérusalem. Priska Diangone, Ulrich Lago pour le compte-rendu. Leader et fondateur de l'église Ambassade des Miracles, le bishop Ouattara Mohamed Idriss et son épouse, le pasteur Tania Ouattara, ont visité celle de Yopougon, Jérusalem, dans la soirée d'hier, jeudi 30 mai 2024. Ils ont été accueillis par le couple pastoral établi sur la dite église, à savoir le pasteur Eddie Kanga et son épouse. Une fois installés à son arrivée, le bishop Ouattara a justifié leur présence, lui et son épouse, tout en appréciant le travail remarquable abattu dans l'église. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux d'être à votre compagnie par le canal de la télé qui transforme. Ce soir, je suis à l'église Ambassade des Miracles, Yopougon, Jérusalem. Notez bien que nous sommes dans la commune de Yopougon, ville d'Abidjan, République de Côte d'Ivoire, et non pas en Israël. Nous sommes à Jérusalem et je suis en compagnie de ma ravissante épouse, révérende Tania Ouattara, ainsi que les personnes qui nous soutiennent pour venir bénir l'église Ambassade des Miracles, Jérusalem, dirigée par le pasteur Eddie et son épouse. Et c'est donc une joie qui nous anime en étant ici. Vous savez, l'objectif pour lequel nous faisons ces tournées, c'est de passer saluer les fils et les filles que Dieu nous a donnés, leur dire que nous sommes avec eux, prier pour eux, les bénir et leur faire comprendre qu'ils appartiennent à une très grande famille qui est l'Ambassade des Miracles. Et voilà, et que justement, leur père et leur mère sont à leur disposition pour accomplir le mandat de Dieu concernant leur destinée. Nous sommes donc ici pour bénir l'Église, pour saluer les membres, mais également pour attester qu'ils sont dans une très grande famille. J'avoue qu'en arrivant là maintenant, je réalise que le pasteur a fait un travail exceptionnel. C'est une salle archi-comble et bien joyeuse qu'ont rejoint le bishop Ouattara et le pasteur Tania Ouattara, ainsi que la délégation qui les accompagnait. Bâtir l'église de Jésus-Christ, c'est l'essence du message que le père de la maison a donné à ses fils et ses filles spirituelles. Bâtir l'église de Jésus-Christ, chaque chrétien qui vient à l'église doit être préoccupé par ceci. Je veux gagner une âme à Jésus. Personne n'a dit amen. Amen. Pour bâtir l'église de Jésus-Christ, la première chose à faire, c'est gagner des âmes. Chaque chrétien qui vient ici, sa préoccupation ne doit pas être « Seigneur, bénis-moi ». Sa préoccupation doit être « Qu'est-ce que je peux faire pour Jésus pour qu'il soit content de moi ?» Et si j'arrive à le rendre heureux, je suis sûr que lui aussi va me rendre heureux, lui aussi va me rendre heureuse, lui aussi va me visiter et il va me surprendre agréablement. Pour le pasteur Eddie Kanga, cette visitation marque un tournant important pour l'église qu'il dirige. Il faut dire que je suis plus qu'heureux. Et je pense qu'avec moi, le peuple de Dieu est plus qu'heureux. Vous savez, recevoir son Père
c'est comme si tu as reçu tous les milliards du monde. Tu as reçu les trésors du monde. Recevoir sa mère, c'est comme si tu as reçu la grâce de la vie. Et pour moi, aujourd'hui, ça me rend encore plus fort. Ça me rend encore plus puissant. Déjà, même par la présence de notre Père, l'église Ambassade Miracle Jérusalem est connue mondialement. Et je pense que partout qu'ils soient à Yopougon, dans tous les quartiers, dans tous les secteurs, et même au-delà, comme nos parents spirituels nous ont dit, quand on lance une prophétie, il faut savoir la saisir. Et papa ne nous a pas donné des limites. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, l'église Ambassade Miracle Jérusalem n'a plus de limites. Partout là où ils m'entendent, qui se déplacent, même si ils ne pensent que c'est loin, mais partout ils se trouveront, lorsqu'ils viendront ici, la parole que notre Père a libérée, notre Mère spirituelle a libérée, changera les vies comme ma vie aussi est en train de changer. Et continue d'être transformé à la lumière de l'évangile qui prêche au nom de Jésus-Christ. Quant aux fidèles de l'église Ambassade des Miracles de Yopougon, Jérusalem, se mettre au service de Dieu, gagner des âmes à Christ sont des défis à relever. Il y a très longtemps, j'attendais ce moment. Donc, en ce soir, vraiment, j'ai été béni. Puisque moi-même, présentement, où je suis, je ne suis pas en moi-même, mais j'ai fait l'effort d'être à l'église ce soir pour entendre ces paroles, pour être guéri. À travers son enseignement, j'ai compris qu'un homme doit donner sa vie sincèrement à Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Souvent, on fait croire que bon, on est meilleur, on a tout compris. En réalité, on n'a rien compris. Chaque jour que Dieu fait, on apprend toujours à marcher avec le Seigneur. Aujourd'hui, vraiment, au début, je pensais que j'étais meilleur dans ce que je faisais. Mais aujourd'hui, vraiment, par rapport à les paroles, les messages, vraiment que nos pères spirituels ont donné, vraiment, j'ai compris beaucoup de trucs. Moi, ce que j'ai compris, premier des trucs, gagner des âmes, retirer les âmes des ténèbres et les ramener à la lumière. On sentait qu'il y avait l'onction. Vraiment, c'est une grâce pour nous. En fait, on ne s'attendait pas à ça. Ça nous a surpris. Et on a été émerveillés. C'était vraiment fantastique. On a senti vraiment l'onction. On a été vraiment bénis. Si un homme veut servir Dieu, il faut qu'il le fasse avec tout ce qu'il a. Sa vie, ses finances, tout. Toujours dans l'actualité ivoirienne, évoquons à présent l'agenda du ministre de l'Intérieur. Le général Bagondo Diomandé a entrepris de remettre officiellement les premiers spécimens des cartes professionnelles aux agents des collectivités territoriales. On fait le point dans ce reportage. Cette remise des premières cartes professionnelles aux élus se tient au cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. L'opération est la confirmation de la volonté du gouvernement visant l'amélioration des conditions de travail des élus locaux et celles de leurs collaborateurs. Christian Ago, directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI, affirme que la carte est initiée pour harmoniser l'ensemble des cartes professionnelles au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Arlette Badou, maire de la commune d'Ara, par ailleurs secrétaire général de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Uvukosi fait partie des tout premiers bénéficiaires. Cette carte vient appuyer la notoriété et l'honorabilité des maires. C'est une des avancées majeures qui nous réjouit, qui démontre vraiment la bonne foi de l'État de Côte d'Ivoire à accompagner les collectivités dans leur gestion, dans leur développement intégral. Pour Bagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, c'est un pan du programme en faveur du développement des collectivités territoriales tel que souhaité par le président de la République, Alassane Ouattara. Ma gratitude au président de l'AEDCI et de l'UVICOSI, ainsi qu'aux membres de leurs organisations respectives pour leur constante contribution à une meilleure mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation. Ensemble, continuons à œuvrer pour un avenir meilleur pour nos collectivités, en restant fidèles à nos valeurs et en plaçant toujours l'intérêt général au cœur de nos actions, conformément aux instructions réitérées de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Une des particularités de cette carte réside dans son arrimage à la carte nationale d'identité CENI. Je vous le disais en titre, les acteurs du secteur ferroviaire africain sont décidés à intégrer la digitalisation
pour la modernisation du secteur ferroviaire de notre continent. Cette dynamique, si elle aboutit, va permettre de renforcer la sécurité, la traçabilité, la rentabilité, mais aussi l'expérience client dans ce secteur. Quelle est la portée du numérique sur les besoins de croissance et de rentabilité du secteur ferroviaire en Afrique? Telle était l'une des questions au menu des travaux du 3e Congrès africain sur le numérique ferroviaire qui s'est ouvert à Yaoundé le 28 mai 2024. Estimé à environ 75 000 km sur une surface de 30,2 millions de kilomètres carrés, soit une densité d'environ 2,5 km pour 1000 km carrés, le réseau ferroviaire africain est l'un des moins denses du monde, la densité des autres continents étant à une moyenne de 23 km pour 1000 km carrés. Pour inverser la courbe, la digitalisation de ce secteur pourrait booster la chaîne de valeur du ferroviaire autant qu'il peut augmenter la sécurité, la fiabilité et même la rentabilité et l'expérience client. Avant, le ferroviaire n'était pas du tout sous-exploité, n'est pas du tout exploité. Et aujourd'hui, on se rend compte que le ferroviaire est devenu une arme économique pour un pays. Numériser le ferroviaire, numériser les processus métiers, numériser tout ce qui concourt, ou bien tout ce qui participe à l'activité ferroviaire, ce serait vraiment un atout économique incommensurable. Placé sous le thème « Le digital, un défi pour booster la chaîne de valeur du ferroviaire », le 3e Congrès africain sur le numérique ferroviaire intervient dans un contexte d'émulation d'applications en faveur d'une industrie du transport plus dynamique et compétitive. Pour l'Union internationale des chemins de fer, il est impératif de s'arrimer à l'ère de la digitalisation pour pérenniser et stimuler le service ferroviaire. Le rendez-vous va permettre de revisiter les bonnes pratiques mises en œuvre et travailler à en trouver de nouvelles. Le ferroviaire est en plein développement dans le monde entier, et particulièrement en Afrique. Et le digital est partout. Il est absolument crucial de développer également toutes les applications digitales dans le monde ferroviaire. Dans ce 3e congrès, on va continuer de montrer les bonnes pratiques et en plus de ça, on va montrer tout ce que l'Union internationale des chemins de fer peut apporter au secteur ferroviaire africain. Ce rendez-vous se tient également dans le cadre de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine, dont plusieurs initiatives ont été prises afin de stimuler le secteur ferroviaire en Afrique, parmi lesquelles la vision 2063 pour le développement des chemins de fer en Afrique ou encore le projet de réseau ferroviaire intégré à grande vitesse en Afrique, le RIFA. Un projet phare de l'agenda 2063 de la Commission de l'Union africaine qui vise essentiellement à faciliter la réalisation de la vision de l'institution consistant à intégrer l'Afrique physiquement et économiquement. Dans le reste de l'actualité, intéressons-nous tout de suite aux campagnes en vue des européennes sur le vieux continent. La thématique de l'immigration occupe une place de choix en Allemagne, aux Pays-Bas, mais principalement en Italie. On en sait plus dans ce reportage. Depuis qu'elle est devenue première ministre de l'Italie, le principal défi de Giorgia Meloni a été de freiner l'immigration clandestine. Promesse difficile à tenir compte tenu de la forte augmentation du nombre d'arrivées de migrants en provenance d'Afrique du Nord. Mais Giorgia Meloni et son parti national conservateur Frères d'Italie s'attribuent le mérite d'avoir changé l'Europe en matière d'immigration. Le gouvernement italien a fortement soutenu le récent accord entre l'Union européenne et la Tunisie, le considérant comme un succès qui a conduit à une diminution de près de 60% du nombre de migrants. Les données officielles pour les 3 premiers mois de 2024 montrent que le nombre d'arrivées a diminué de plus de moitié par rapport à la même période l'année dernière. I dati del Ministero degli Interni confermano una riduzione degli sbarchi e degli arrivi in Italia rispetto al 2023. Qual è il ruolo dell'accordo con la Tunisia in questo tipo di situazione? Molto probabilmente è dovuto alla maggiori respingimenti che stiamo osservando su quella area geografica, a un inasprimento delle pene e questo potrebbe significare una diversione dei flussi migratori verso altri paesi come per esempio la Libia. In termini politici noi abbiamo cercato di porre un rimedio, una specie di tappo a questi flussi migratori in una situazione che sembrerebbe emergenziale ma che invece è di lungo periodo e quindi bisognerebbe di investimenti di altro tipo, per esempio in welfare. Cet accord qui a été critiqué par plusieurs organisations humanitaires et députés européens pour ne pas avoir respecté les droits de l'homme n'est pas le seul texte législatif à avoir suscité la controverse. L'adoption du pacte européen sur l'immigration et l'asile n'a jamais autant divisé la majorité au pouvoir et les partis d'opposition italiens.
Non serve esternalizzare le frontiere, serve di creare percorsi regolari e regolati che consentano alle persone di viaggiare degnamente, arrivare nei nostri sistemi, essere utili a se stesse, alle nostre economie, ai nostri sistemi sociali, e l'Europa ha le regole e la visione politica per farlo. Crediamo che l'immigrazione sia una delle sfide più importanti, vogliamo difesa delle frontiere, interazione con i paesi di transito, meccanismi di migrazione legale, rafforzamento delle agenzie europee che si occupano di immigrazione e poi più in generale un piano Marshall per l'Africa che consenta di avviare virtuosi percorsi di sviluppo. Des divisions au sein du Parlement italien sont également apparues à la suite de l'appel du gouvernement à développer l'externalisation des politiques d'asile comme le protocole signé entre l'Italie et l'Albanie. Une approche qui gagne en soutien parmi les États membres de l'Union européenne. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Merci à nos collègues en régie qui nous ont appuyés ce soir. Et merci également à vous de votre aimable fidélité. Excellent suite de programme à tous et à toutes sur MTV+, la télé qui transforme.